Hector Malot, volume 2, chapitre 25, une leçon de musique. Je m'étais fait des amis dans la mine. L'oncle Gaspard ainsi que le magister m'avaient pris en affection, et bien que l'ingénieur n'eût point partagé notre emprisonnement, il s'était attaché à moi comme à un enfant qu'on a arraché à la mort. Tout le monde voulait me garder à Vars. L'oncle Gaspard trouvait tout naturel que je retournasse dans la mine, mais je n'étais pas fait pour le travail sous terre. Ce fut ce que j'expliquai à l'oncle Gaspard et au magister, qui furent celui-ci surpris, celui-là peiné de mes mauvaises dispositions, car Rouri que je rencontrai me dit que j'étais un capon. À l'ingénieur qui m'offrait de travailler dans ses bureaux, j'aimais mieux raconter la vérité entière. « Tu aimes la vie en plein air, me dit-il, l'aventure et la liberté. Je n'ai pas le droit de te contrarier, mon garçon. Suis ton chemin. » Pendant qu'on essayait de me retenir à Vars, Mathia avait paru sombre et préoccupé. Ce ne fut que quand je lui dis que nous partirions dans 3 jours, qu'il m'avoua la cause de cette tristesse en me sautant au cou. « Alors, tu ne m'abandonneras pas ?» s'écria-t-il. Sur ce mot, je lui allongeai une bonne bourrade pour lui apprendre à douter de moi et aussi pour cacher l'émotion qui m'avait étreint. Car c'était l'amitié seule qui avait provoqué ce cri et non l'intérêt. Mathia n'avait pas besoin de moi pour gagner sa vie. Cela était si vrai que pendant sa courte expédition avec Capi, il avait trouvé le moyen d'amasser 18 francs, ce qui était une somme considérable. 128 francs que nous avions en caisse et 18 francs. Cela faisait un total de 146 francs. Il ne manquait plus donc plus que 4 francs pour acheter la vache du prince. Bien que je ne voulusse pas travailler aux mines, ce ne fut pas sans chagrin que je quittai Vars, car il fallut me séparer d'Alexis, de l'oncle Gaspard et du magister. Mais c'était ma destinée, de me séparer de ceux que j'aimais et qui me témoignaient de l'affection. En avant. La harpe sur l'épaule et le sac au dos, nous voilà de nouveau sur les grands chemins, avec Capi joyeux qui se roule dans la poussière. J'avoue que ce ne fut pas sans un sentiment de satisfaction. Lorsque nous fûmes sortis de Vars, que je frappai du pied la route sonore qui retentissait autrement que le sol boueux de la mine. Le bon soleil, les beaux arbres. Avant notre départ, nous avions, Mathia et moi, longuement discuté notre itinéraire. Après avoir bien pesé le pour et le contre, nous avions décidé qu'au lieu de nous diriger directement sur Chavanon, nous passerions par Clermont, ce qui n'allongeait pas beaucoup notre route, et ce qui nous donnerait davantage d'exploiter les villes d'eau, à ce moment pleines de malades. Mathia avait rencontré un montreur d'ours qui se rendait à ces villes d'eau, où, avait-il dit, on pouvait gagner de l'argent. Or, Mathia voulait gagner de l'argent, trouvant que 150 francs pour acheter une vache, ce n'était pas assez. Plus nous aurions d'argent, plus la vache serait belle, et plus la vache serait belle, plus Mère Barberin serait contente. Et plus Mère Barberin serait contente, plus nous serions heureux de notre côté. En venant de Paris à Vars, j'avais commencé l'instruction de Mathia, lui apprenant à lire et lui enseignant aussi les premiers éléments de la musique. De Vars à Clermont, je continuai mes leçons, soit que je ne fusse pas un très bon professeur, ce qui est possible, soit que Mathia ne fût pas un très bon élève, ce qui est possible aussi. Toujours est-il qu'en lecture, les progrès furent lents et difficiles, ainsi que je l'ai déjà dit. Mathia avait beau s'appliquer et coller ses yeux sur le livre, il lisait toutes sortes de choses fantaisistes qui faisaient plus d'honneur à son imagination qu'à son attention. Mais en musique, les mêmes difficultés ne s'étaient pas présentées, et dès le début, Mathia avait fait des progrès étonnants, et si remarquables que bien vite il en était arrivé à m'étonner par ses questions.
Puis, après m'avoir étonné, il m'avait embarrassé. Et plus d'une fois, j'étais restée à court. Si tu voulais, me dit Mathia, j'irai demander une leçon à un vrai maître. Il faudra bien qu'il me dise tout ce que je ne sais pas. Le vrai maître qu'il nous fallait, ce n'était pas un ménétrier de village, mais un grand artiste, comme on en trouve seulement dans les villes importantes. La carte me disait qu'avant d'arriver à Clermont, la ville la plus importante était Mende. Mende était-elle vraiment une ville importante? C'était ce que je ne savais pas. Mais comme le caractère dans lequel son nom était écrit sur la carte lui donnait cette importance, je ne pouvais que croire ma carte. Il fut donc décidé que ce serait à Mende que nous ferions la grosse dépense d'une leçon de musique. Après avoir traversé dans toute son étendue le Cosme-Méjean, qui est bien le pays le plus misérable du monde, nous arrivâmes enfin à Mende. Mathia était si pressé de savoir si Mende possédait un maître de musique que tout en soupant, je demandai à la maîtresse de l'auberge où nous étions descendus s'il y avait dans la ville un bon musicien qui donnait des leçons de musique. Elle nous répondit qu'elle était bien surprise de notre question. Nous ne connaissions donc pas monsieur Espinassou. Une crainte me vint. Un artiste aussi célèbre consentirait-il à donner une leçon à de pauvres misérables tels que nous? Et il est très occupé, monsieur Espinassou, dis-je. Oh oui, je le crois bien qu'il est occupé. Croyez-vous qu'il voudra nous recevoir demain matin? Bien sûr, il reçoit tout le monde, quand on a de l'argent dans la poche, s'entend. Comme c'était ainsi que nous l'entendions, nous aussi, nous fûmes rassurés, et avant de nous endormir, nous discutâmes longuement toutes les questions que nous poserions à cet illustre professeur. Après avoir fait une toilette soignée, nous prîmes Mathia son violon, moi ma harpe, et nous nous mîmes en route pour nous rendre chez monsieur Espinassou. Quand nous fûmes arrivés devant la maison qui nous avait été indiquée, nous crûmes que nous nous étions trompés, car à la devanture de cette maison se balançaient deux petits plats à barbe en cuivre, ce qui n'a jamais été l'enseigne d'un maître de musique. Cependant, nous entrâmes. La boutique était divisée en deux parties. Dans celle de droite, sur des planches, se trouvaient des brosses, des peignes, des pots de pommade, des savons. Dans celle de gauche étaient posés ou accrochés des instruments de musique, des violons, des cornets à piston, des trompettes à coulisses. « Monsieur Espinassou » demanda Mathia, un petit homme vif et frétillant comme un oiseau, qui était en train de raser un paysan, répondit d'une voix de basse taille. « C'est moi. » Je lançai un coup d'œil à Mathia pour lui dire que le barbier musicien n'était pas l'homme qu'il nous fallait. Mais au lieu de me comprendre, Mathia alla s'asseoir sur une chaise et d'un air délibéré, « Est-ce que vous voudrez bien me couper les cheveux ?» dit-il. J'étais ébahi de l'assurance de Mathia. Il me lança un coup d'œil à la dérobée pour me dire d'attendre avant de me fâcher. « Monsieur, dit Mathia, pendant qu'on lui nouait la serviette autour du cou, nous avons une discussion, mon camarade et moi. Et comme nous savons que vous êtes un célèbre musicien, nous pensons que vous voudrez bien nous donner votre avis sur ce qui nous embarrasse. Dites un peu ce qui vous embarrasse, jeunes gens. » Je compris où Mathia tendait à arriver. D'abord, il voulait voir si ce perruquier musicien était capable de répondre à ces questions. Puis, au cas où ces réponses seraient satisfaisantes, il voulait se faire donner sa leçon de musique pour le prix d'une coupe de cheveux. « Pourquoi, demanda Mathia, accorde-t-on un violon sur certaines notes et pas sur d'autres ?» Je crus que ce perruquier allait faire une réponse. Dans le genre des miennes, je riais déjà tout bas, quand il prit la parole. La seconde corde à gauche de l'instrument devant donner le la au diapason normal, les autres cordes doivent être accordées de façon qu'elles donnent les notes de quinte en quinte, c'est-à-dire sol quatrième corde, ré troisième, la deuxième, mi,
Première corde ou chanterelle. Ce ne fut pas moi qui rime, ce fut Mathia. Tant que dura la coupe de cheveux, Mathias ne tarit pas en question, et à tout ce qu'on lui demanda, le barbier répondit avec la même facilité, la même sûreté. Mais après avoir répondu, il en vint à interroger lui-même, et bientôt il sut à quelle intention nous étions venus chez lui. Alors il se mit à rire aux éclats, puis il voulut que Mathia lui jouât un morceau, et Mathia, bravement, se mit à exécuter une valse. « Et tu ne sais pas une note de musique » s'écriait le perruquier en claquant des mains. Mathia, ayant terminé son morceau de violon, prit une clarinette. « Allons, joue » s'écria Spinassou. « Ce gamin est un prodige. Si tu veux rester avec moi, je ferai de toi un grand musicien, tu entends? Le matin, tu raseras la pratique avec moi, et tout le reste de la journée, je te ferai travailler. » En entendant ce discours, je regardai Mathia. Qu'allait-il répondre? Est-ce que j'allais perdre mon ami, mon frère, comme j'avais perdu successivement tous ceux que j'avais aimés? Mon cœur se serra. « Ne pense qu'à toi, Mathia, dis-je d'une voix émue. Mais il vint vivement à moi et me prenant la main, quittez mon ami. Je ne pourrai jamais, je vous remercie, monsieur. Espinassou insista. Il trouverait le moyen d'envoyer Mathia à Toulouse, puis à Paris au conservatoire. Mais Mathia répondit toujours, quitter Rémi, jamais. Eh bien, gamin, je veux faire quelque chose pour toi, dit Espinassou. Je veux te donner un livre où tu apprendras ce que tu ignores. Et il se mit à chercher dans des tiroirs. Après un temps assez long, il trouva ce livre qui avait pour titre « Théorie de la musique ». Il était bien vieux, bien usé, bien fripé, mais qu'importait. Alors, prenant une plume, il écrivit sur la première page « Offert à l'enfant qui, devenu un artiste, se souviendra du perruquier de Mende ».